J'ai pas l'habitude de côtoyer des personnes de mon âge qui ont la même mentalité que moi. Ok. Parce qu'on me trouve généralement un peu trop mature. Depuis l'âge de 12 ans, je chose du 42. Ouais. Tu as piédé, ma chérie. Oui, c'est ça. Une femme qui chose du 42, c'est kangourou ou bien. Je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes aussi comme moi qui n'arrivaient pas à trouver des chaussures. J'avais des larmes aux yeux, au fait. Je me dis, attends, si moi, avec ma pointure 42, je galère autant à trouver des chaussures, je ne peux pas imaginer ce que ces femmes-là vivent au quotidien. Ça fait mal quand tu as une belle tenue à te mettre et puis tu cherches des chaussures, tu ne trouves pas. Un jour, il y a une cliente qui m'a dit, je me suis mariée en tapette. Non. Mon but, c'est de redonner confiance à ces femmes-là à travers une paire de chaussures. Aujourd'hui, j'accueille Noélie Kwame, jeune entrepreneur ivoirienne de 22 ans et fondatrice de Sotiras Grande Pointure, une marque qui redonne confiance aux femmes oubliées par l'industrie de la mode en créant des chaussures élégantes et modernes du 40 au 46 et plus. Lancée officiellement le 15 octobre 2024, Sotiras incarne la persévérance et la passion de Noélie qui a commencé ce rêve à 17 ans. Le 30 septembre 2025, son engagement a été récompensé. Elle a été désignée grande lauréate du concours de business plan de la CGCI Academy, la rencontre annuelle du patronat ivoirien avec la clé 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, elle nous partage les défis de l'entrepreneuriat jeune et sa vision d'une mode inclusive. Vous êtes bien sûr là où il faut. Et ça démarre maintenant. Bonjour Noélie. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Très très bien, je suis contente de te recevoir. Et surtout, après ta récompense, le prix que tu as reçu, j'en ai parlé dans l'introduction, grand lauréate du prix de la Business Competition, c'est ça, de la CGCI Academy, Business Plan Competition de la CGCI Academy, le patronat ivoirien. Comment tu t'es sentie ce jour-là, dès que tu as entendu ton nom? Est-ce que tu te disais, ah oui, je suis confiante, je sais que je vais gagner ce prix et tout ça? Est-ce que tu t'es dit ça? J'étais confiante, mais j'étais aussi un peu incrédule. Ok, d'accord. Parce que, en fait, lors de la demi-finale, lorsque je suis allée pitcher mon projet, j'ai dit que j'étais malade durant toute la compétition. Qu'est-ce que tu avais? Tas de maladies. Oh, oula. Association de maladies sur moi. Il y a Coco, Mais on bon, dit. merci beaucoup. Et quand je suis allée pitcher mon projet, et quand j'ai fini de pitcher mon projet, les jurys ont applaudi. Ah. Et lorsqu'ils ont applaudi, j'ai remarqué que les questions qu'ils me posaient, les questions auxquelles je m'attendais, ils m'ont pas posé ces questions-là, en fait. C'était plus des suggestions pour de l'amélioration et tout. Ils m'ont dit vraiment bravo, ton projet est beau et tout. Et quand je suis sortie de là, j'ai remarqué que tout le monde me regardait autrement, en fait. Ah ouais. On me regardait un peu autrement et je me suis dit, on dirait que j'ai fait fort, en fait. On dirait que j'ai fait un bim, j'ai fait On le dirait coup que du j'ai fait marteau. fort, en fait. Et je suis rentrée à la maison. La finale, j'étais malade, j'arrivais même pas à tenir sur mes pieds. Oula. Mais c'était un peu la même chose. Pas de questions, vraiment, truc. Parce qu'apparemment, il y avait déjà tout dans mon business plan. Je dirais que je l'ai bien fait dans ma présentation. Et ça fait que je ne doutais pas trop. Je me disais, au moins, j'ai une chance. Au moins, je vais remporter au moins un prix, au moins quelque chose. Donc, je m'attendais vraiment à ça, en fait. Mais lorsqu'on a commencé à annoncer les lauréats dans les différentes catégories et que j'entendais pas mon nom, tu t'es dit, oulala, est-ce que ça va m'échapper? en fait, je suis là et je regarde un peu les autres candidats et je suis en mode, ils ont de beaux projets aussi. Et moi, je me vois en quelqu'un qui va venir tout gagner. Je vais tuer ça. Mais on dirait que c'est pas ça. Et quand ils ont dit la gagnante dans ma catégorie, on était 3, c'était une fille d'Ipsos. Lorsqu'ils ont dit son nom, j'ai dit, tiens, est-ce que je vais gagner même quelque chose aujourd'hui là? Pour toi, c'était fini? Pour moi, c'était un peu... il restait une chance encore, une chance. Et j'étais là, ma voisine me dit, donc, toi, tu espères encore quoi? Wow. C'est quelle voisine, ça? Elle m'a dit ça du genre en bardine, quoi. Ouais, si. Que toi, tu espères encore, quoi. Quand je l'ai regardé comme ça, j'étais en mode, elle dit quand même. Et puis, un coup, on dit mon nom, Sotiras. Non. Il a dit, d'abord, c'est une femme. Les gens ont commencé à murmurer tout et tout et tout. Quand il a dit c'est une femme, bon, moi, je savais que c'était moi, en tout cas. Je sais pas pourquoi, je savais que c'était moi, en tout cas.
Et je me suis levée, j'étais toute heureuse et puis c'est parti. Mais il faudrait dire que avant que j'envoie la vidéo pour le concours, qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents me disaient, ah, faut pas faire, ils vont voler ton projet comme on aime le dire. Oui, comme on aime le dire, on a cette manie-là, ce préjugé-là de non, ne présente pas ton projet à des compétitions de start-up parce qu'on va voler ton projet. Ton projet, là, peut-être des millions de jeunes l'ont partout dans le monde, à Singapour, à Taïwan, aux États-Unis. Tu n'es pas le seul, en fait. Donc, ça, c'est pas un argument. Et quand il m'a dit ça, qu'il faut t'assurer que ce soit... C'est mon papa qui m'a dit ça. Il faut t'assurer que ce soit un bon concours, en fait. Sinon, ils vont voler ton projet et tout. Et je l'ai rassuré, je lui ai montré. Il m'a dit, OK, si c'est bon, vas-y. Et avant d'envoyer ma vidéo, moi, j'ai dit... j'ai fait ma petite prière, comme j'aime le faire. Que Seigneur, si j'envoie ma vidéo, comme me sélectionne pour la première étape, c'est que je vais gagner le Grand Prix. Ouais. C'est que tu vas permettre que je puisse gagner le Grand Prix. Et c'est tout, j'ai même pas prié beaucoup. Tu as manifesté. En fait, et puis j'ai dit à mon ami, il m'a dit, mais toi, tu es agressif avec Dieu, hein? Mais il faut être agressif avec Dieu. Il faut lui dire ce que tu veux. Il a dit, il faut laisser moi, mon Dieu. C'est comme ça, en fait. S'il a permis que je puisse être sélectionnée pour la première étape, il va permettre que je puisse gagner. Et c'est fini. J'ai envoyé la vidéo, j'ai enlevé ma tête dessus carrément. Et le jour où on me remettait le chèque, j'étais pas du genre émue jusqu'au point de pleurer, mais j'étais en mode, ah ouais, il écoute mes prières, ce gars-là. Parce que tu avais demandé. En fait. Et pour moi, c'était vraiment, waouh, il a sa main sur moi, en fait. Hein. Il voit tout ce que je fais. Et j'étais dans un état de reconnaissance, en fait. Je ne me sentais pas vraiment méritante. Je me dis, en vrai, c'est la grâce de Dieu. Hein. Les gens disent, ah ouais, elle mérite. Je vois dans les commentaires de la vidéo, ouais, elle le mérite. Tu as eu tellement de commentaires parce que quand j'ai posté la vidéo, mais le nombre de commentaires sur toutes les plateformes sur lesquelles j'ai posté, sa vidéo a fait 1,1 million de vues sur ma chaîne TikTok. C'est énorme. Je pense que c'est la deuxième vidéo qui atteint ce record-là sur ma chaîne. Je n'ai jamais autant atteint comme ça. Donc, les gens se sont reconnus aussi en toi. Beaucoup de jeunes aussi, je me dis. Tu les as touchés par ton histoire, mais surtout par... Tu as l'air sereine. Ah bon? En tout cas, quand on regardait ton interview, quand tu répondais aux questions, mais sereine, tu as gagné de prix et ton éloquence, franchement. Waouh. En fait, je me suis même pas rendu compte que je suis éloquente. C'est dans les commentaires que moi j'ai vu ça. J'ai dit, ah bon? Hein? Ah ouais, d'accord. Là, c'est naturel. Et puis je me demande dans ma tête, mais éloquente, comment? Mais en tout cas, j'étais ravie de lire les commentaires. Ça m'a fait plaisir lorsque je voyais les messages qu'on m'envoyait. J'ai dit, moi, je vous inspire. Tu as l'impression que tout de suite, ça vient en quantité, en masse. Et tu as l'impression que tu as tout de suite beaucoup de responsabilités avec toute cette visibilité qui vient d'un coup et que tu n'as pas demandé, en fait. Comment on gère ça? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est... Mon grand-père, c'est quelqu'un de vraiment humble. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment humble. C'est quelqu'un, s'il vient chez toi, même s'il y a un petit garçon qui est assis là, il va le saluer jusqu'à aller devant. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Donc, l'humilité, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment primordial. Malgré tout ce qui se passe, je me dis, c'est normal. Ouais. C'est normal. Ça devait arriver tôt ou tard, mais juste que ça arrivait un peu tôt pour moi. Et comment gérer ça? Je gère ça tranquillement. Franchement, ça n'affecte rien chez moi. Ça affecte beaucoup mon business. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Mais moi, personnellement, ça ne m'affecte pas. Je suis toujours la même personne. Je vais rester toujours la même personne. Je vais essayer au maximum de pouvoir, comme on dit, maintenir cette visibilité-là. Et je sais pas, c'est moi, tout simplement. Est-ce que c'était la première fois que tu participais à un concours de start-up, de pitch de start-up en Côte d'Ivoire? Depuis que tu as créé Sotiras. Ah, c'était la première fois. Donc, premier coup, en même temps, premier coup réussi. Premier essai, premier coup réussi. C'est énorme, ça. Ah bon? Non, mais en fait, il y en a tellement qui participent à des concours de start-up ici en Côte d'Ivoire et puis partout en Afrique et tout. Mais c'est au bout de plusieurs tentatives, en fait. Bon, moi, je sais pas. Hein. En fait, j'ai jamais participé à un concours de la sorte. Qu'est-ce qui t'a motivé à décider cette fois-ci? Je pense que tu en as vu certains déjà. Des concours de start-up, tu en as vu beaucoup. Mais pourquoi
avoir choisi de participer à la compétition du patronat ivoirien? Ça va vous étonner, hein. Mhm. J'étais assise comme ça, et puis il y a un de mes amis qui me dit: Ah, j'ai vu un concours là. Et si tu participais? Je dis: Fais voir. Il dit: Oh non, ça ne m'intéresse pas et tout. Que moi, mon objectif, c'est pas de participer au concours en fait. C'est de travailler en fait. Moi, j'ai pas besoin de trophées et tout. Mhm. Il me dit: Non, mais ça peut te donner la visibilité. Quand il donne visibilité, il dit: Ok, ça Pour c'est le pas mal. business. Pour le business, ça c'est pas mal quand même. Ça peut me permettre de vendre plus. Et il m'a montré, il dit: Oh, ça, si me fait gagner. En fait, j'ai tellement négligé, en fait. Comme moi, j'ai vu, j'ai dit, oh, si je m'en vais faire, je vais gagner, en fait. Et puis, je dis, ah bon, hein, que faut t'inscrire? C'est comme ça, j'ai parlé de ça mais à mon papa. Mhm. Et il m'a dit, OK, faut faire et tout. Et puis, j'ai fait tout simplement. Mais après, quand j'ai vu les autres projets, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, attends, c'est pas un petit truc quand même, hein. Ah oui. Quels sont les projets que tu as vus qui t'ont impressionné, toi, en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur? Bon, Un ou deux comme ça. Quand tu as vu, tu as dit, oh, waouh, bon, ok, moi j'ai mon business de chaussures, mais quand je vois ceux-là, hmm, il y avait le projet dans ma catégorie parce que j'étais malade, j'ai pas eu le temps de regarder tous les projets en détail. Mais dans ma catégorie, il y avait Dressi, un truc comme ça. Un jeu économique, un truc comme ça. de bourse ou de... Un peu comme Monopoly, mais à Ah, à l'africaine. l'africaine, oui, je Mhm. crois que j'ai déjà vu ça. Quand j'ai vu, moi, j'étais impressionnée. Je me suis dit, ah, mais je dois m'acheter ça aussi, Si, en si. fait, parce que ça allait intéressant, en tout cas. Et il y avait une application aussi de gestion financière, et dit quoi? Quand j'ai vu ça aussi, c'était pas que ça me faisait peur, mais en fait, j'admirais. Je me dis, waouh, ça, ce sont de beaux projets et tout. Et pour moi, quand je voyais les autres projets, d'abord, j'ai pas l'habitude de côtoyer des personnes de mon âge qui ont la même mentalité que moi. Ok. Parce qu'on me trouve généralement un peu trop mature. Mhm. Jusqu'à, il y a un qui m'a dit un jour que, toi, je pense pas que tu vas te marier un jour parce que tu es trop intelligente pour te marier. N'importe quoi. Franchement. Quand il m'a dit ça, je suis restée en mode, ah bon, ok. En fait, tu les ferais, en fait. Peut-être bien, mais moi, j'ai pris ça tu racontes du n'importe quoi, en fait. Donc, Ouais. j'ai pas trouvé important de me justifier auprès de quelqu'un T'as même comme pas ça. besoin de te justifier. En fait. Donc, quand je voyais, au fait, des jeunes entrepreneurs, même pas jeunes, parce que j'étais la plus jeune, en fait, du concours, des personnes qui ont la même mentalité que moi, qui ont la même détermination que moi, qui se battent pour leur projet, moi, mes yeux pétillaient, en fait. J'étais vraiment heureuse, en fait. Donc, j'avais pas forcément peur de leur projet, mais j'étais en admiration. Quand je voyais tout ce qu'ils faisaient et tout, franchement, moi, j'étais trop contente. Je me sentais dans mon univers, en fait. C'était plus ça. Est-ce que tu as gardé le contact avec certains, on va dire, ce sont tes pairs, hein, jeunes, entrepreneurs qui ont des idées, qui se battent pour leurs idées, leur business? C'est bon, on peut dire c'est maintenant que j'ai gardé certains contacts. Parce que pendant la compétition, à vrai dire, on ne se parlait pas. Et comme j'étais un peu petite, il y avait certains candidats qui... Bon, je sais Tu la pas... jouais? Un peu. Snowbait, te snobais un peu? Voilà, en fait. Je sais pas ce qu'ils pensaient, mais en tout cas, par leur comportement, tu avais l'impression que les gens, ils me méprisaient un peu. Ah ouais. Peut-être, je disais, la petite fille, là, elle vient faire quoi ici? Un truc comme ça, du genre. Mais bon, après, on a échangé et tout. Et il n'y a pas de souci, ça va. En tout cas, moi, je suis très contente. Je suis très contente pour toi et surtout de voir, en fait, que la valeur n'attend point le nombre des années, en fait. Tu sais le faire, tu es passionné par ton business et tu sais le vendre aux autres. Tu sais faire aimer ton business aux autres et tu l'as réussi parce que le patronat ivoirien t'a célébré en te remettant ce grand prix. Tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir ce grand prix et en plus, c'est annuel. Donc là, tu cours encore avec ce prix-là jusqu'en octobre prochain, en septembre prochain, 2026 et tout. En tout cas, félicitations. Merci. Et moi, je n'oublie pas, je suis très contente de vous retrouver à chaque fois pour chacun des nouveaux épisodes où je vous amène des invités de qualité qui ont des choses à dire, qui ont des choses à vous dire. Vous, mes fidèles abonnés, et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous. Et comme je l'ai dit, pour ne rater aucun des épisodes, c'est juste ce petit geste-là. Il y a la cloche qui est là. Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Et bien sûr, laissez des commentaires. Si vous avez des choses également à dire à Noélie Kwame, laissez vos commentaires. Si vous la connaissez, laissez des témoignages. Soutenez-la. Soutenez son business aussi. Sotiras Grande Pointure. Et surtout, c'est un exemple qui peut servir et pourquoi pas inspirer d'autres personnes. Donc, partagez cet épisode aux personnes que vous aimez, que vous appréciez.
On parle de ton business D'accord. que tu as lancé. Mhm. J'ai présenté donc dans l'intro Sotiras Grande Pointure. D'où est venue l'idée de lancer ce business déjà présente, comme tu l'as pitché? Mhm. Je suis la tata, la grande sœur. Et mes abonnés sont là. Tu vas leur pitcher Voilà. Sotiras Grande Pointure ici et maintenant. D'accord. Sotiras Grande Pointue est une marque ivoirienne spécialisée dans la fabrication locale de chaussures pour femmes du 40 au 46 et plus. Notre mission, c'est d'offrir aux femmes oubliées par l'industrie de la mode des chaussures modernes, solides, élégantes pour qu'elles puissent marcher avec confiance. L'éloquence. Oula. L'éloquence. Salis-moi, s'il te plaît. Ça veut dire que tu peux tomber sur un business angel, un milliardaire en dollars, un business angel dans un ascenseur, elevator pitch, tout de suite. En 1 minute maximum, tu as fait ton pitch. Ça sort. Ça sort. Non, bravo, franchement. Donc, Merci. le business, il est clair. Tu t'adresses à une cible bien spécifique, Mhm. oubliée de l'industrie de la mode. Exactement. Les femmes qui ont des grands pieds, Mhm. de 40 à 46. Exactement. Comment t'es venue cette idée? Est-ce que c'est parce que ça te concerne également? Ça me concerne. Parce que depuis l'âge de 12 ans, je chausse du 42. Ah ouais? Et étant petite, d'abord même ma maman avait de grands pieds. Ah, c'est génétique. Ma maman avait de grands pieds parce que Oui, déjà aussi de grands pieds quand elle était petite. ouais, elle n'est plus de ce monde, mais quand je me Pas à souviens son de âme. ses pieds, Mhm. elle avait de grands pieds, elle portait toujours des tapettes avec ses pieds qui dépassaient derrière et tout. Et moi, à partir de 12 ans, je chaussais du 42. Ouais. Pour trouver des chaussures, les gens m'ont dit, il y a du 42 sur le marché. Mais en fait, tu t'en vas acheter les modèles là, tu t'en vas acheter une paire de chaussures, et puis le modèle qu'on te donne, toi en tant que petite fille, jeune fille, tu veux partir à l'école là, C'est des modèles de grandes dames. comme on aime le dire ici, les gongois bilés. Faut bien expliquer les gongois bilés parce que j'ai un public international. Gongois bilés, c'est Des que c'est... chaussures un peu démodées là. Ouais. C'est ça en fait, on te donne. Des, en fait. des chaussures bon, excusez-moi, bon, les chaussures d'institutrice. Ok. Ou bien, avant de trouver même une paire de chaussures, même tu vas te promener de boutique en boutique et puis les vendeurs, tu as piédé ma chérie. Oui, c'est ça aussi. Tu as pied jusqu'à il y a un jour en terminale, quand j'allais acheter une paire de chaussures, le vendeur m'a dit, oui, j'ai 42, il faut venir essayer. Mais c'était 42 petits en fait. Oui. Tu mets ton pied, ça rentre, puis tu te dis, quelle femme qui chose du 42, c'est kangourou ou bien? Et puis lui et son N'importe groupe quoi. d'amis se mettent à rire de moi en fait. Oula. J'ai plus cherché de chaussures. Je suis rentrée à la maison en larmes et j'ai dit à mon grand, est-ce que je peux avoir ton téléphone? J'ai pris son téléphone et j'essayais de chercher des chaussures en ligne pour voir si je pouvais trouver un truc. Et je ne trouvais rien. Les marques que je trouvais, ce sont les mêmes trucs démodés que je refusais au marché. Là. C'est ça qui était là-bas, en fait. Et puis, elles étaient en Europe en plus de tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes aussi comme moi. Elles étaient nombreuses, en fait, qui n'arrivaient pas à trouver des chaussures. Ouais. 43, 44, 45 et plus. Je me suis assise et j'ai commencé à... Bon, je ne vais pas dire, mais là, j'avais des larmes aux yeux, en fait. Je me dis, attends, si moi, avec ma pointure 42, je galère autant à trouver des chaussures, je ne peux pas imaginer ce que ces femmes-là vivent au quotidien. J'imagine même pas un peu même la frustration, les larmes et tout, parce que, en fait, ça fait mal quand tu as une belle tenue à te mettre et puis tu cherches des chaussures, tu ne trouves pas. Un jour, il y a une cliente qui m'a dit, je me suis mariée en tapette. Non. Mais lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai eu tellement mal que je dis maintenant, on va personnaliser les chaussures de mariage. Ouais. Même si on n'a pas le matériel, même si je dois commander et tout, mais je vais me débrouiller pour qu'on puisse personnaliser les chaussures de mariage. Sotiras, pour moi, ce n'est pas plus une histoire de rentabilité, d'avoir l'argent et tout. C'est plus une histoire d'aider ces femmes-là, en fait. Vous ne pouvez pas comprendre la satisfaction que j'ai lorsqu'une femme me dit « Ah, grâce à toi, j'ai confiance en moi maintenant. Je porte tel vêtement, je porte ceci. » Et j'arrive à marcher avec confiance parce que c'est mon slogan, en fait, marcher avec confiance. Parce que mon but, c'est de redonner confiance à ces femmes-là à travers une paire de chaussures. D'autres diront que c'est une simple paire de chaussures. Mais pour ces femmes-là, c'est un outil que tu leur donnes pour qu'elles puissent s'assumer, pour qu'elles puissent avoir confiance en elles, pour qu'elles puissent se sentir valorisées, en fait. Et pour moi, il n'y a pas grande récompense que ça, en fait. Pour moi, c'est même plus grand que gagner de l'argent. Actuellement, je suis dans une phase où je passe mon temps à réinvestir
pour agrandir mon business. L'argent n'est pas ma priorité, forcément actuellement. Mais quand je vois des femmes m'envoyer ce genre de messages, je peux pas comprendre ma joie. Je suis capable de sauter la journée, là, tout ce que tu me demandes, je te donne parce que... En fait, tu es heureuse dans le bonheur de tes clientes, en fait. Exactement. C'est juste ça. Parce que c'est une mission de vie pour toi, au-delà de l'aspect business pécunier. Chaque problème d'un Africain est une idée de business. On va dire ça comme ça. Et le but d'un entrepreneur, d'un vrai entrepreneur, c'est de résoudre un problème. Mais c'est de résoudre d'abord son problème. Donc toi, tu as résolu d'abord, tu as essayé de résoudre, chercher à résoudre ton problème. Et tu t'es rendu compte que ce problème que tu avais, mais d'autres l'avaient. Et tu pouvais trouver une solution, et pour toi, mais pour toutes ces femmes ici et ailleurs qui veulent marcher avec confiance, comme tu le dis avec ton slogan, marcher avec confiance. Et je comprends ta joie quand tu es heureuse pour tes clientes qui te ramènent aussi ces commentaires, ces retours. Tu changes des vies, en fait. Tu penses que tu changes des vies? Je pense pas. Je pense que je participe au changement. Sinon, je peux pas changer. Hein. Dieu qui peut faire ça. Elle est mature, hein? L'autre qui parlait. Non, mais franchement, bravo, parce que se lancer, c'est pas facile, surtout quand on est jeune. Et j'ai remarqué que tu parlais beaucoup, oui, de ton père, mais aussi de ton grand-père. Qu'est-ce que ton grand-père représente dans ta vie? On va aller dans une partie un peu sensible de ma vie, hein. Mais mon grand-père, on peut dire, c'est mon père. Et la personne que je dis mon père, c'est le mari de ma tante, en fait. C'est le mari de ma tante, il est pasteur, c'est lui. Depuis que je vis avec eux, on peut dire, c'est mon père, comme moi je le vois comme mon père, en fait. Mais sinon, j'ai grandi avec mes grands-parents depuis le décès de ma maman en 2013. J'ai 5 petits frères, je suis l'aînée. Ah ouais. Et c'est mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère aussi n'est plus de ce monde. Elle est partie en 2020. Et bon, depuis toute petite, hein, quand ma maman est décédée et tout, on m'a éduquée de telle sorte que je sois la mère de tes petits frères. Donc, mon enfance, c'est pas une enfance d'enfant-enfant. J'étais toujours celle qui, parmi les amis à l'école, « Ah, mais moi, je vais aller à la maison, hein, mes petits frères m'attendent. Mes petits frères m'attendent et tout. Et tout. Ouais. Moi, je vais vite aller à la maison et tout. » Et mon grand-père, il a beaucoup sacrifié pour prendre soin de... sacrifier sa vie pour prendre soin de moi et mes petits frères et mes autres cousins aussi. Donc, c'est une partie de ma vie. On fait un coucou au grand-père de Noélie, à son père également. Il y a toute sa famille, à tes petits frères et tout, tes cousins et tout ça, qui, je suis certaine, te soutiennent à fond dans ton business. Surtout mon grand-père. Parce que quand j'ai eu mon bac, il m'a dit, mes enfants, je voulais faire le marketing. Parce que moi, j'aime beaucoup le marketing, le branding et tout. Ce sont des choses que je suis passionnée par ça. Et je lui ai dit, je veux faire ça. Il m'a dit, non, mes enfants ont fait ça, il n'y a pas de travail là-bas et tout. Donc, tu vas aller là-bas encore, tu vas pas de travail. Que faut faire? Génie civil, actuellement, le pays en construction. Et tout, et tout. Le grand-père est concentré. Il dit, mais non, mais moi, je ne suis pas trop bonne en maths, en fait. Moi, je suis plus de l'autre côté là-bas. Il me dit non et tout. Donc, il m'a mis là-bas. Pas que j'étais nulle en classe. Je n'étais pas nulle en classe. J'avais la moyenne. Je passais, je sais pas, les 10 premiers. Mais en fait, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas ta passion. Je suis en classe. Mes amis sont là, je les vois. Mais je ne suis pas en classe, en fait. Je passe avec la moyenne. J'étais en 2e année. Et j'étais en dépression. Ouais. Je pleurais chaque soir. Et un jour, je suis allée à une conférence à la CGCI même. Ah, c'était en quelle année? Oula, je dirais 2022-2023 par là. Ok, c'est récent, ouais. Je suis allée et quand je suis quittée à la conférence, je suis allée expliquer à mon grand-père parce qu'on est beaucoup proches. Je lui ai dit, que voici ce que j'ai vu, je racontais. Il voyait que mes yeux brillaient en fait. Et le lendemain, il m'a vu être dans la chambre en train de pleurer. Il m'a dit, tu vas plus à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire là? Faut faire. Oh. Quand il m'a dit ça, c'était comme s'il me retirait un poids. Un gros poids, en fait. J'étais contente.
je me suis lancée dans l'e-commerce OK. parce que je devais avoir les moyens pour pouvoir lancer mon projet. Donc, je me suis lancée dans l'e-commerce. J'ai fait un peu. J'ai eu de l'argent. J'ai commandé mon premier stock de chaussures. Je l'ai pris en Chine pour l'envoyer. Mais c'est venu, ça ne correspondait pas aux normes d'ici. Quand tu dis ça ne correspondait pas aux normes d'ici. Par exemple, le 42 de Chine Elles ont des petits pieds, les Chinoises. Exactement. Peut faire du 40 ici comme ça. Ouais. Et le pied des Africains, des grandes pointures même en général, ce ne sont pas des pieds fins en fait. Ouais. C'est Donc, comme ça. mhm. Moi, j'ai les mêmes pieds, hein, c'est comme ça. Des pieds un peu charnus, Ouais. pieds larges et tout. Donc, ça n'allait pas. J'ai mis mes chaussures dans mon sac à dos de l'école. C'était devenu un sac de livraison. Je me suis promenée dans Cocody, Yopougon, partout pour faire mes livraisons. À chaque fois que je m'en vais faire les livraisons, qu'une cliente essaye, je vois ça passe pas, je note en fait. Et celle que ça rentrait prunait, mais les autres, je notais. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas en fait. Donc, j'ai plus commandé en Chine. Et j'étais là. Je dis, pourquoi pas fabriquer ici en fait? Why not? Pourquoi pas fabriquer ici? C'est comme ça que ça s'est passé. Et comment tu es passé de l'e-commerce à la production? Comment tu as commencé à tâter le terrain en te disant quel fournisseur je vais trouver sur place? Parce que la plus grande problématique ici pour les artisans, tous ceux qui sont dans la maroquinerie et tout, confection de sacs, chaussures et autres, c'est les experts sur place, les artisans. Donc, comment tu as fait? Il faut savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, la majorité des artisans, ce sont les chaussures femmes qu'ils font. OK. Les chaussures hommes? Hey, les chaussures pour hommes. Pour hommes, exactement. Les chaussures pour hommes. Les chaussures pour hommes qu'ils font, la majorité. Et quand tu leur dis, est-ce que je peux faire des chaussures pour femmes? Ils vont te parler des sandales, les tapettes, comme on aime bien appeler ça. Mais ce n'était pas ce que moi, je voulais. Moi, je voulais des chaussures à talons. Et dans ma quête, j'ai trouvé un artisan. Il m'a dit, lui, il a déjà essayé de faire ça, mais en fait, quand il m'a montré ce qu'il a essayé de faire là, franchement, tu as dit, c'est les chaussures de Goliath. T'étais choquée. Donc, quand j'ai vu, il dit, bon, c'est pas grave. On va faire ça ensemble. Et j'ai acheté mon tablier. Il dit, il faut venir, on va apprendre ensemble, on va faire les chaussures ensemble. Il dit, il n'y a pas de souci. Où tu l'as trouvé, cet artisan? À Yopougon. Ok, d'accord. À Yopougon, je ne vais pas donner trop de détails. Non, pas de problème, non. Moi, c'est juste Yopougon, ça suffit. À Yopougon, donc je partais là-bas maintenant pour apprendre à fabriquer les chaussures. Là, j'investissais mon argent dedans. On va acheter tel matériel, on va faire, c'est pas bon. C'est l'argent qui est parti comme ça. On va acheter telle chose, je vais commander le matériel de Chine, ça va venir, on va tester. Parce que ce ne sont pas des chaussures petites pointures, grandes pointures. Donc, d'abord, une petite pointure, lui, c'est pas fait. Oui. Grande pointure aussi, là, pour adapter, là. Il n'y a pas le matériel, par exemple, je vais dire quoi, les cambrions. C'est quoi les cambrions? Ce sont les fers qu'on met dans les chaussures, là. C'est ça qui fait la forme. Voilà, exactement. Du talon et tout. C'est adapté aux petites pointures, mais ce n'est pas adapté aux grandes pointures, en fait. Jusqu'à présent, ce problème-là, mais je pense que j'ai trouvé la solution. Je pense que ça va la aller. solution à chaque fois. Ma situation préférée, à chaque problème, il y a une solution. C'est tout. C'est tout. Donc, j'ai trouvé la solution récemment même. C'est pas adapté, en fait. Tu fais et puis le talon quitte. Le talon quitte parce que les cambrions ne sont pas adaptés aux chaussures. Franchement, c'était un calvaire, un labyrinthe, pas possible. Et jusqu'en 2023, fin 2023, début 2024, on a réussi à faire une paire parfaite. Waouh! Et j'étais tellement contente maintenant. Maintenant, comment on va trouver les matières premières pour en faire beaucoup? Parce que la matière première, c'est quoi? C'est du cuir? Le simili-cuir, le cuir, les autres, le talon. Parce que les talons ne sont pas adaptés aux grandes pointures. Problème. Avec trop de problèmes, en fait. À gérer. Non, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Et quand on te dit qu'il faut personnaliser les talons aux grandes pointures, on te dit le talon, la paire, le modèle, un modèle comme ça, $500 pour un seul modèle. Et puis, tu dois faire 3 exemplaires, en fait. C'est cher, hein? Il est l'argent là-haut. $500, on est prêt à près de 300 000, 350 000 environ. Par modèle. Et puis, tu dois faire 3 tailles différentes parce que les talons de 43, c'est pas pareil que ce qu'on va mettre sous 44 et tout.
Franchement, c'était compliqué. Mais bon, j'ai trouvé une solution, comme j'aime le dire. Mhm. À chaque problème, j'ai trouvé une solution, puis on a fait. Maintenant, l'artisan, il m'a fait quelque chose qui m'a fait très mal. Parce qu'avant d'arriver à ce qu'il t'a fait, Mhm, on va dire que tu as appris mhm. à fabriquer des chaussures toi-même en Exactement. même temps que l'artisan, parce que lui ne savait pas le Voilà. faire des chaussures pour femmes. Mhm, Donc, tu lui as appris en allant sur YouTube et tout en faisant des Mhm. recherches que lui ne faisait pas. Tu as fait mhm. ces recherches-là à sa place. Oui, oui. On venait ensemble et puis on s'assoit. C'est que toi, tu connais de je suis là. On met ensemble et puis on coupe, on trouve les solutions et puis bon, on avance. C'était un peu comme ça. Ça s'est passé. Et puis, tu as fait un faux coup. Pas un faux coup en tant que tel. Parce que lui, il avait déjà son atelier, il fabriquait les chaussures pour hommes. Mhm. Et puis, où on a trouvé la solution maintenant, là, j'étais allée faire essayer la paire parfaite. Là, une femme, elle vient d'arriver de France. Elle a commandé la paire, donc je suis allée lui montrer. Et elle a trouvé qu'il n'y avait aucun défaut. Parce qu'à chaque fois que je faisais les échantillons, les clients à qui j'avais vendu les chaussures qui venaient de Chine, là, je partais vers elle pour qu'elle puisse essayer, me dire, ah, là, il y a des défauts, on doit améliorer et tout. Parce que moi, je ne prends pas les critiques de manière négative, même jusqu'à présent. Je vais même vers certaines clientes me dire, trouver des défauts Mm. pour qu'on puisse améliorer. Parce que moi, je me dis, hey, nos chaussures, c'est bien, on les chausse, mais on va améliorer la qualité parce que je ne suis pas encore satisfaite complètement de ma qualité, en Mhm. fait. Moi, je veux que lorsqu'on enlève la chaussure du carton, on regarde, ce soit identique, peut-être même meilleur que celle on fabrique en Italie, en fait. C'est ça, en fait, que ça soit au-delà des standards Au-delà, en internationaux. fait. Et pour le moment, on y travaille. Je pense qu'on va y arriver. Comme je le dis, 2026 sera une belle année pour nous. Ce sera ton année. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et l'artisan? Donc, l'artisan, maintenant, il m'a dit que moi, je ne peux pas produire plus de, Oui. plus de 3 paires par semaine. Ouais. Que je vais te faire une paire par semaine. Mais moi, je me dis, attends. D'abord, je ne veux pas faire un truc de surcommande. Ouais. Moi, je vais avoir le stock et puis je vends, en fait. Et toi, tu me dis, tu vas me produire une paire par semaine. Avec 4 chaussures par mois. 4 chaussures par mois. Moi, je fais comment Et puis, en plus, le tarif même que tu me donnes pour une paire fabriquée, moi, ça ne m'arrange pas parce que je ne gagne pas beaucoup dessus, en fait. Comment je vais soutenir mes charges et tout. Donc, ça m'a vraiment découragée. Ça m'a vraiment, vraiment découragée. Et un jour, j'étais à la maison. Quelque chose m'a dit, lève-toi, va à Treichville. OK. Je suis allée à Treichville. Je me suis... Comme ça. Comme ça, je me suis même pas lavée. Tu t'es levé en même temps. Je me suis habillée. J'ai pris mon sac, j'ai mis mon truc, je suis partie à Treichville. Et arrivée à Treichville, là-bas, il y Tu avait... savais où tu allais? Je ne savais précisément? pas trop parce que, en fait, mon grand-père travaillait à Treichville. Ah, Donc, OK. lorsqu'on partait le vol au travail, souvent, quand on marchait, il y avait des artisans qui fabriquaient les chaussures et autres. Mais au début, quand je recherchais les artisans, je suis allée là-bas, je n'ai pas trouvé quelqu'un OK. pour m'aider à fabriquer mes chaussures. Et quand je suis allée, je marchais et j'ai vu un artisan qui avait déposé une paire de chaussures à talons fabriquées là. Et je me suis approchée. La paire n'était pas parfaite. Hein. En tout cas, la paire n'était vraiment pas parfaite. Il y avait beaucoup de défauts. Mais au moins, s'il avait fait une chaussure pour femme avec un petit talon en bois. Mhm. Donc, quand je suis partie, j'ai vu. Il dit, ah, qui a fabriqué ça? Il me dit, ah, c'est lui et tout. Il dit, ah, ok. Qu'est-ce que tu peux fabriquer ce modèle-là pour moi? Je vois de quoi tu es capable et tout. Il m'a dit, ah non, que ça c'est cher. Tu dois me faire, c'est pas un souci. Tu veux combien? Mhm. C'est que tu veux là. Faut dire te donner, tu as fait. Et puis, il a pris, il a fait. Le lendemain, je suis venue prendre la paire de chaussures. Je vois que ce n'est pas parfait. Mais au moins, si je travaille avec lui, que je lui apprends certaines choses, ça peut aller. J'ai dit, bon, ok, tu sais, on va travailler ensemble. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, Jean, il faisait un peu malin, quoi. Jean, il pense qu'il est trop fort et tout, et tout. Et puis, je lui ai montré la paire que moi, j'ai fabriquée. Quand il a vu la paire que moi, je fabrique, Il était choc barre. regardé pour lui. Il dit, mais la petite, là, d'où elle sort? Il était un peu choqué, en fait. Il n'arrivait pas à croire que c'était fait ici. Il dit, ah bon, c'est toi qui as fait ça? Il a dit, oui. Donc, automatiquement, il s'est calmé. Et puis, je lui ai expliqué comment je voulais qu'on travaille et tout. Et puis, on a commencé à travailler ensemble. Au début aussi, ses finitions étaient catastrophiques. Pourtant, c'est lui qui pensait qu'il était l'expert. Oh non, mais il m'a fait une production, ma première production. Oh non, mais il a fait la colle, là. C'est je suis aussi là, comme ça. Ah ouais. Mais Et puis, comme tu es un peu petite par rapport à lui, en fait, Oui, oui. ils vont essayer de te balancer un peu par-ci et par-là. Et ça fait que je me suis forgé un peu un caractère dans le travail. Quand je lui parle, il m'écoute maintenant, en fait.
parce que ça ne pouvait pas aller comme ça. Au début, j'essayais de me calmer un peu, de voir, mais bon, il ne m'écoute pas en fait. Comment tu as réussi à t'imposer auprès de lui pour qu'il comprenne que c'est le travail? C'est pas ton âge qui compte, c'est pas parce qu'il te voit frêle, petite, tu es sa patronne. Bon, avant de travailler avec quelqu'un, moi, je suis plus en mode, on travaille ensemble. Là. Je ne suis pas ta patronne. On est collaborateurs. On travaille ensemble pour envoyer la marque à un autre niveau. Si la marque avance, tu vas avancer aussi avec la marque. Tu ne vas pas rester au même niveau, en fait. Donc, on n'a qu'à se donner cet objectif-là en commun pour travailler dessus. Et c'est comme ça, au début, je lui ai parlé. Mais en fait, il n'avait pas encore bien compris. Donc, maintenant, j'arrêtais de rire trop avec lui. Parce que quand tu rigoles trop avec lui, tu viens, tu lui montres que tu le respectes très bien et tout. Tu lui parles calmement. Il ne comprenait pas. Donc maintenant, quand je venais, je saluais et puis je ne ris plus. Quand tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je te parle clairement. Et puis je souriais même plus, carrément même. Et il a compris que, vraiment, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente et tout. Et ça fait que maintenant, ça va. Hein. Même que je suis assise, maintenant que je suis fâchée. Miss Kwame. Tu as imposé le respect. Là, maintenant, ça va. Sinon, au début, et puis même avant de lancer, même quand je partais vers certains artisans comme ça, ta petite fille, même, tu peux faire quand même. Que toi, tu rêves trop grand, hein? Que faut laisser évident, ça. Hein? Tu vas pas. Comment tu arrives à gérer? C'est vrai que tu as ton ambition, tu as tes ambitions. Tu sais ce que tu veux pour ta marque. Tu es une entrepreneur née, tu as une vision. Et la société te ramène ce qu'il voit, ton âge, la jeune fille et tout, avec des commentaires, des préjugés. Et tout, comment tu arrives à... Je sais que tu as un caractère solide, malgré ce que tu as vécu déjà et tout, que tu t'es forgé ce caractère au fur et à mesure, parce que tu sais où tu vas. Mais forcément, au quotidien, c'est pas évident. C'est franchement pas évident, hein. Comme je le disais au début, quand tu vas avec quelqu'un comme ça pour travailler sur ton business, pour te dire, mais toi, t'es trop petite, en fait. Que toi, la petite fille, là, tu rêves grand, hein. Et puis, ça devient un peu comme une moquerie. Quand ils vont te voir passer maintenant, « Hé, l'entrepreneur! » L'entrepreneur! Et tout. Mais avant de tomber même sur le premier artisan qui a cru en moi et puis on a commencé à travailler ensemble, là, tu tombes sur certaines personnes, ils vont te dire, non, je suis trop petite. Qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour causer avec la personne. Et qui devant la personne, il m'en va ailleurs encore. Mais en fait, quand je venais parler avec eux, je ne parlais pas en tant qu'une petite fille, en fait. Je parlais et je te regarde les yeux pour parler. Quand je te parle pas avec « Hey, tonton », un truc comme ça. Je t'appelle monsieur. C'est tout. Je t'appelle monsieur. Bonjour, monsieur. En fait, j'ai un projet, j'aimerais qu'on travaille dessus ensemble. Et puis, je t'explique. Donc, quand je finis de te parler, puis genre, ils voient que c'est une petite fille qui lui parle comme ça directement. Il y a d'autres qui sont forcés de t'écouter puis de te prendre au sérieux. Maintenant, il y a d'autres, les plus... Comment je vais les appeler? Les irréductibles. Voilà. Ils sont en mode... Ils prennent ça de l'amusement, en fait. Ils te banalisent un peu par-ci et par-là. Mais bon, ça va. On gère. Tu es une dure. Oh. Tu sais où tu vas? Apparemment, oui. Ouais. Elle a ce regard, là, ça pétille. Je sais que vous remarquez ça. Ça pétille dans ses yeux. Elle a cette volonté tenace qui fait d'elle, en tout cas, une future championne nationale. Moi, je suis certaine. C'est dans quelques années, si Dieu le veut, ce podcast sera toujours là. Elle viendra parler de Sotiras, qui aura dépassé les échelons avec une grande usine, une marque locale mais internationale qui va, on va dire, concurrencer plein de marques internationales aussi, quoi. Et là, Sotiras se développe. Je vois comment tu vends ton produit sur tes réseaux sociaux et tout. Quand tu as passé cette phase avec l'artisan de Trècheville, est-ce que tu as eu d'autres artisans qui ont rejoint ton idée pour t'aider à développer ta marque? Oui, j'ai eu d'autres artisans. Par exemple, actuellement, on a 3. 3, ok, d'accord. Et tu arrives à faire une production mensuelle environ de combien? Puisque c'est un marché très spécifique, une cible très spécifique. Bon, actuellement, on a 300 paires par mois. Ah ouais? Ah, quand même, hein? Ah ouais? C'est petit, hein? Non, mais je veux dire quand même, c'est pour moi qui ne suis pas une experte du domaine, surtout pour la cible que tu vises,
Mhm. et moi, je n'ai aucune donnée sur cette cible-là, Mhm. mais je me dis, c'est beaucoup. Et que nos artisans peuvent produire ça. Oui, oui. Parce qu'au début, on était limité à 100 paires par mois, Mhm. par manque de matériel. Il y a pas encore d'ivoire ici, en Ouais. fait. Pour trouver le cuir, c'est un combat. Pour trouver les contextes, c'est un combat. Les cambrions, c'est un combat. Tout. Les talons même, faut pas en parler. Ouais. Faut laisser les talons là. Faut pas chercher ça ailleurs. Faut envoyer, en fait. Et ça fait qu'il y a des mois même là où on ne vend pas parce qu'on n'a pas les moyens de produire, mais parce qu'il n'y a pas de matériel. C'est un défi, en fait, la matière première. Il n'y a pas de matière première même complètement. Et comme j'ai dit, tu commandes ça de l'extérieur, on te dit que ça va prendre 2 mois avant d'arriver. À ta grande surprise, ça prend 5 mois avant d'arriver. Wow. Et toi, pendant ce temps, maintenant, tu galères, tu es obligé de prendre... Si vous remarquez, on change pratiquement tout le temps de modèle parce que c'est le cuir qu'on a sous la main qu'on peut travailler avec pour produire des modèles rapidement pour vendre. Mais bon, récemment, on a réussi à passer une commande un peu importante de cuir et puis de certains accessoires. Mhm. Donc, ça peut aller. Pour avoir du stock sur place. Voilà, exactement. Il faut avoir du stock et puis du stock de bonne qualité. Mhm. Parce que tu peux acheter un cuir comme ça à l'extérieur du pays, tu vas envoyer le cuir. Et puis tu fabriques. Pendant que tu es en train de fabriquer la chaussure, tu te rends compte que le cuir s'effrite. Ah oui. Par exemple, il y a une production comme ça que je n'arrive pas. Je ne veux même pas vendre même. Parce que j'ai peur, je vais vendre et puis après, ça va se gâter de la main des clientes là-bas et tout. Franchement, j'ai pas envie de vivre ça. On a produit. C'est là, tout est bien. Mm. Mais tu vois que le cuir quitte seul en fait. Oui. En fait, il vieillit mal. En fait, c'est ça. Donc, il y a tout ça, tous ces défis-là qui retardent fortement le travail, l'évolution. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça ira. Ça va même. Non, on est confiant. Et là, donc tu as tes artisans Mhm, et tu es là. Est-ce que mhm. tu as une équipe aussi en dehors de tes artisans pour tous les aspects admin et autres qui t'accompagnent ou bien tu es seul? J'ai quelqu'un qui gère mes commandes. Ok. C'est ton Les assistant. commandes, voilà, parce qu'on vend uniquement que sur les réseaux sociaux. Mhm. Uniquement que ça. Il y a quelqu'un qui gère les commandes et tout. Mais tout ce qui est tâche après, le marketing, tout, la conception des modèles, tout, c'est moi. Pratiquement tout. Mhm. Jusqu'à présent, c'est moi. À partir de 2026, on va commencer à déléguer parce que, même pour le moment, c'est moi. Et puis, tu es passionné, tu peux le faire pour l'instant. Ah oui, sans problème. Je ne me plains pas. Juste que ça fatigue beaucoup, la CT. Oui. Tu luttes, mais ça va, je ne me plains pas. Et là, aujourd'hui, avec cette production, est-ce que tu as réussi? Parce que quand tu as pitché, bon, je n'étais pas présent au pitch, hein, mais quand tu as pitché, est-ce que tu as pu déterminer ton marché? Parce que quand tu t'es rendu compte que tu voulais toi-même produire tes propres chaussures et que tu t'es rendu compte ensuite qu'il y avait de la demande parce que d'autres femmes rencontraient les mêmes difficultés, est-ce que tu as réussi à évaluer la taille du marché des chaussures grande pointure pour femmes en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore mis un chiffre dessus. Hein. Un an, je n'ai pas encore réussi à le faire. Mais elles sont là. Elles sont présentes. Vous pouvez un peu voir sur mes réseaux sociaux. Au début, quand j'ai commencé, que j'ai fait un peu le testing pour annoncer la marque, c'est là que j'ai vu en fait que, comme on aime le dire, il y a Gwen derrière nous. Il y a du monde. Il y a du monde en fait. Et chacune va venir t'expliquer son problème. Et généralement, elle m'appeler ma fille et tout. Oui, si. C'est pas une petite fille. Et ma fille, vraiment, merci beaucoup. Que voilà. Elles vont t'expliquer un peu les situations qu'elles ont vécues comme humiliation par rapport à leur pied et tout. Chacune venait. Et c'est là que tu te rends compte que, attends, mais nous sommes là. Hein? Oui. Vraiment. Donc, j'ai pas encore évalué ça. Mais... Et tu sais qu'il y a le besoin. Il y a le besoin. Il y a la demande. Voilà, exactement. Parce que même quand je fais sortir un modèle comme ça, dès que ça sort, en semaine, en même temps, ça peut finir. Waouh! Quand le modèle vraiment est plaisant. Et puis, tout quand je fais bien le marketing, que je suis bien concentrée, la semaine comme ça peut finir. Et déjà, il y a d'autres qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas eu ma pointure et tout. » Peut-être
les pointures qui vont rester là, peut-être c'est 2 paires des 43, 2 paires des 44. Donc maintenant, c'est comment chercher à vendre les deux. C'est ça. Oui, oui, pour les faire sortir, en fait. Laquelle des pointures sort le plus? Quand tu présentes un modèle, laquelle a le plus de demandes? Et pas là, mes clientes. Vous êtes bizarres. Parce que avec elle, là, tu vas faire un modèle comme ça. Là. Pour le premier stock, par exemple, que j'ai fait toutes les pointures en quantité égale et tout. Mais en fait, le jour que tu décides de dire, ah, c'est telle pointure qui marche le plus que tu fais, Ça change. ça change automatiquement. Récemment, hein, j'ai fait 45 et puis 44 ne sortaient pas trop ici en Côte d'Ivoire. C'était plus l'Afrique centrale, en fait, qui sortait. Donc, j'ai mis un stock spécialement pour l'Afrique centrale. J'ai déposé, je ne voulais pas mélanger, en fait. Parce que là-bas, il y a la demande aussi. La demande est vraiment, vraiment énorme, en fait. Wow. Donc, j'ai mis le stock de côté. Ça, c'est pour l'Afrique centrale, en fait. On ne touche pas. Comme ça va vite. Mais c'est le jour-là, tu t'es rendu compte que c'est là toutes les femmes qui chaussent 45 en Côte d'Ivoire veulent pointure 45. Donc, maintenant, tu es déprogrammé, en fait. C'est ça. Actuellement, même ce sont les pointures 43 là qui restent. Pourtant, d'habitude, c'est 43, 44 qui sortent beaucoup. En fait. 43, 44, 42, ça sort beaucoup. Et 45, ça reste. Mais il y a des modèles où 45 finit avant 44. Donc, franchement, je ne peux pas dire une pointure. En fait, c'est imprévisible, en fait. Voilà, les commandes sont imprévisibles. Oui, c'est vraiment imprévisible. Je ne peux pas dire une pointure qui sort plus que l'autre, mais ça va. Et tu as réussi à toucher le marché international dans la sous-région? Oui, mais bon, on ne peut pas expédier beaucoup là-bas parce que... C'est les coûts, la logistique, les coûts d'envoi. Les frais d'expédition qui découragent beaucoup certaines clientes. Par exemple, tu veux acheter, parce que ce n'est pas DHL qu'on le fait, tu veux expédier une paire de chaussures que tu as achetée à 18 000 francs. Et puis, tu vas payer expédition peut-être 16 000, 17 000 francs. Oh là là, ah non. Donc, elles sont découragées. Généralement, elles attendent, elles cotisent. Je vais prendre 3 paires, 4 paires de chaussures comme ça. Et puis, elles attendent, elles font un groupage. Et puis, bon, ça s'en va. Mais quand c'est comme ça aussi, tu rates les modèles parce que dès que ça vient, ça finit. Toi, tu peux plus en avoir, en fait. Mais d'ici fin 2026, on compte aller en Afrique centrale. On va envoyer un stock là-bas. OK. À déposer directement un stock sur place. Voilà, avec une entreprise. En tout cas, on a déjà... c'est la marchandise. Donc, tu as beaucoup de demandes en Afrique centrale? Beaucoup. En Afrique centrale, en Europe. En Europe? Dans les dom-toms aussi. Ah, les dom-toms? Oui. Ah ben ouais, chapeau ma petite. Ah ouais, c'est pas du jeu, hein? C'est juste que il n'y a pas encore... On ne produit pas beaucoup pour le moment. C'est juste ça qui nous freine pour le moment. Parce que si la production est importante... Voilà. Tu vas satisfaire les demandes. Exactement. Et tu auras encore plus de marché, en fait. Actuellement, même, il y a des gens même qui me contactent de l'Europe. Est-ce que je peux produire pour eux? Je dis, comment je ne peux pas trop? Parce que... mais là, je veux dire, pour toi, à ce stade, pour pouvoir satisfaire le plus de commandes, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te bloque pour passer à l'échelle, surtout pour les commandes, pour satisfaire les commandes? La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ok. La main-d'œuvre, les artisans, parce qu'avec eux, c'est rien. La main-d'œuvre qualifiée, productive. Franchement, c'est pas facile. La main-d'œuvre, surtout ça. Tu peux avoir des artisans, ils vont te dire, vous êtes en train de travailler. Aujourd'hui, on a fait tel modèle, tu colles la photo du modèle. Voici. Et ils vont te dire, ouais, pour faire ce modèle-là, on fait ça en 15 jours. En 15 jours, 20 jours, on te fait 150 paires. Ils vont commencer à travailler. Comme ils savent qu'ils sont payés mensuellement, c'est ça. Ils vont prendre 2 mois pour fabriquer. Ah ouais. Et quand ils vont finir, tu vas dire peut-être, c'est pas grave, ils ont pris du temps, mais les finitions sont belles. C'est tout le contraire. Donc, la main-d'œuvre, c'est compliqué à gérer. Maintenant, même, j'ai trouvé une petite solution. Mais ce que moi, je veux, c'est vraiment que mes artisans soient vraiment compétents, qualifiés, qu'ils fassent leur travail bien, propre, que les chaussures, lorsque la cliente reçoit sa paire de chaussures, elle n'a rien à dire. Oui. Elle n'a rien à dire si ce n'est, ouais, vous faites du bon travail et tout. Mais la main-d'œuvre qualifiée ici en Côte d'Ivoire, c'est un problème. Mais je pense qu'on va former. Parce que, est-ce qu'il y a des écoles ici en Côte d'Ivoire qui forment des artisans à la fabrication de chaussures? Est-ce que tu as réussi à identifier? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que finalement, c'est un besoin que tu vas peut-être essayer toi-même de combler? Parce que souvent,
les entrepreneurs africains sont obligés d'éduquer leur marché. Et souvent, ça leur demande beaucoup plus de financement et du temps qui parfois peut être un handicap pour eux. Donc, tu es obligé, à un moment donné, toi-même, de former tes ressources humaines au métier, en fait. On compte former des artisans. Surtout, comme j'ai dit, 2026 sera une belle année. On va former des artisans pour les embaucher après. Oui. Parce que on va pas les former pour qu'ils partent. Ils vont rester. C'est ça. Ils vont rester pour travailler. Et il n'y a pas d'école en tant que telle. Bon, je ne sais pas, hein, si vous avez des écoles à me proposer, proposez-moi parce que j'en ai besoin pour former mes artisans. Il n'y a pas d'école ici en Côte d'Ivoire qui forme des artisans en chaussures pour femmes. Chaussures hommes, peut-être il y en a, mais chaussures pour femmes, non. J'étais obligée récemment de partir causer avec un formateur au Nigeria. OK. Au Nigeria qui forme un peu... Ils ont un centre de formation pour chaussures pour hommes et femmes là-bas. Au Bénin, non, c'est chaussures hommes seulement. Mais au Nigeria, c'est là-bas que j'ai vu. Au Sénégal, je n'ai pas encore vu. Mais je sais qu'il y en a là-bas. Mais ici, franchement, il n'y a pas. Et dans l'avenir, peut-être qu'on va former des gens, pas forcément pour les embaucher, mais... Comme des prestataires en fait, qui créent leur entreprise. Voilà. C'est Christo aussi dans ce domaine-là. Parce que on ne sera pas forcément les seuls, mais on sera la référence. Des pionniers. Et la pionnière. Voilà. Dans ce domaine. Exactement. Parce qu'on parle du défi de l'employabilité. Permettre aux jeunes, en tout cas offrir des opportunités aux jeunes de trouver du travail dans des domaines qui embauchent. Toi, tu as des besoins à satisfaire, tu as des commandes à satisfaire et ton besoin, c'est la ressource humaine qualifiée, mais productive, qui réalise dans le temps des chaussures de bonne qualité. Et il y a des jeunes qui sont sur le carreau, qui cherchent du travail. Adéquation, formation, emploi. Bon, le ministère de la formation technique et professionnelle, je sais qu'il est très impliqué. Il y a de plus en plus d'écoles spécialisées qui sont créées ici à l'intérieur du pays. J'espère en tout cas que, pourquoi pas, qu'il y ait une collaboration et que ton cri de cœur soit entendu, que oui, des écoles soient créées et qui permettent aux jeunes de se former à la fabrication de chaussures. Parce que si on arrive à produire des chaussures sur place, mais pourquoi aller à l'extérieur? Surtout des chaussures de qualité, de référence internationale. En vrai, c'est l'objectif, en fait. Comme j'ai dit lors de mon pitch à la CGCI, mon objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une référence africaine en matière de chaussures grande pointure pour femmes. Ouais. Pas seulement grande pointure. Mais quand je vois les temps de chaussures qui viennent de l'extérieur, et vous voyez, si quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, comme moi, se lève ou fait une marque de chaussures, même pas grande pointure, le marché extérieur va tuer son marché, en fait. C'est comme dans le textile, hein, avec les vêtements de seconde main qui tuent l'industrie locale des créateurs de vêtements. C'est ça. Et les Ivoiriens aussi, ils ne comprennent pas trop. Par exemple, actuellement, je vends mes chaussures entre 12 900 et 18 900 C'est abordable. Francs. Et c'est le marché de grande pointure, je vous assure que je suis la plus moins chère. C'est moins cher. Mais il y a quand même des gens qui vont venir dire « Ah, mais c'est trop cher. » Sur la vidéo, sur votre page, il y a des gens qui venaient dire ça. « Mais il faut revoir tes prix. Félicitations à toi. Mais revois tes prix. » Ça veut dire qu'ils ne calculent même pas le prix de revient, ce que ça te coûte, les matières premières, comment on dit, payer les employés, ceux qui font le travail, le temps de fabrication. Et puis, qu'on passe ça aux grandes usines qui produisent les chaussures qu'on vend 3 000, 3 000, 2 000, 2 000 et tout. C'est pas pareil, hein. Là-bas, la capacité de production est énorme. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, quand tu achètes les matières premières, là, plus tu en achètes, plus ça te revient moins cher, en fait. Ouais. Et là-bas, ils ont ça dans leur propre pays, en fait. Ouais. Ça fait qu'il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de frais de douane. Il n'y a rien. Ils prennent, ils produisent en même temps. Pourtant, nous, on va aller chercher. Et puis, tu ne prends pas ça en quantité énorme parce que tu viens de commencer pour le moment. Ça. Tu n'as pas d'usine. Tu te débrouilles avec ton petit atelier par-ci et par-là. Tu vas aller prendre, tu vas payer le transport, la douane. Quand ça arrive, tu vas payer tes artisans. Et puis, d'abord même, ce sont les mêmes Ivoiriens. Là, quand tu vas leur donner un petit salaire ici, ils vont me dire que non, ça là, c'est trop petit. Donc, tu es obligé de leur donner un bon salaire. C'est ça. On vous donne bon salaire pour les garder. Là, pour les garder, pour les motiver à bien travailler. Mais tout ça, là, quand on va additionner avec les impôts et tout, on va mettre dans le prix.
Ah non, le Made in Côte d'Ivoire coûte trop cher. Ça me fatigue cette histoire. Franchement, quand j'entends ça, c'est les mêmes qui sont prêts à débourser, à payer cher Mhm, pour des marques internationales, alors qu'ils ne se rendent même pas compte des défis auxquels les entrepreneurs locaux mhm, sont confrontés. Déjà même pour trouver des matières premières. mhm. Et ce que ça coûte. Et en plus de ça, quand tu as une entreprise, les impôts, il faut payer et tout. En fait, il y a tellement de défis. Et puis, c'est eux qui veulent de la bonne qualité. Ouais. Moins cher, mais de très, très bonne Et qualité. c'est ce qui tue les entreprises. C'est dommage, en fait. Oh non, mais ça me fait beaucoup rire. Parce que moi, comme je dis, je veux aider. Mm. Mais en fait, on veut aider, mais aidez-nous aussi. Il faut aider les entrepreneurs locaux. On veut vous aider, mais aidez-nous aussi. Et surtout, il faut que vous vous mettiez à leur place pour comprendre leurs défis. C'est quand on n'est pas à la place de quelqu'un qu'on ne sait pas, on n'imagine pas ce qu'il vit en fait en termes de défis. Concevoir des chaussures. Moi, même quand tu me parlais des différentes étapes, tu as parlé de le faire là, Cambrion. Cambrion, tout. J'étais là, j'étais perdue. Je me dis, c'est une experte. Là, tu as plus de 10 000 heures comment on dit, d'expertise dedans. Tu maîtrises ton domaine. Moi, je ne peux pas venir, toi, te dire non, fais ton prix à ce niveau-là, Mhm. alors que je sais très bien les défis que tu rencontres. Donc, soutenons les entrepreneurs locaux. Il y a beaucoup de choses à faire et surtout leur permettre d'avoir accès à aux matières premières. Ça, c'est déjà le défi, au-delà des ressources humaines qui sont... c'est vraiment le défi le plus important également, mais il faut les soutenir. Et il faut soutenir Soutiras et soutenir Noélie Kwame. Tu es dans ce défi, tu te bats, tu avances et je sais que tu es confiante, comme tu l'as dit, en l'avenir. Tes parents, comment ils ont vu cette évolution? Comment ils te perçoivent aujourd'hui, toi, Noélie Kwame, dirigeante de ton entreprise de fabrication de chaussures? Ils sont plus heureux que moi. Mm. Ils sont vraiment fiers. Mon grand-père, mes tantes, mes oncles, ils sont vraiment, vraiment contents. À cause du prix même que j'ai gagné là, wouh, je souffre. Ah bon, comment ça? Parce qu'à chaque fois, ils vont venir, hey, le grand prix, tu dors? Est-ce que le grand prix a mangé même? Ah, ça, ils te taquinent en fait. Ils sont vraiment contents, mon grand-père surtout. Parce que, en fait, mon grand-père, c'est la première personne qui a cru en moi juste parce que je suis venue lui parler de ce que j'aimais avec passion. Ouais. Juste ça, il m'a dit, arrête, fais ce que tu veux faire. Et il est très, très fier de moi. Il m'a dit la dernière fois que tu n'as pas encore... je sais que, parce que c'est ma parole qu'elle a, quand il les voit sauter, il dit, mais attends, moi, je n'ai même pas encore fait ce que je veux faire. Vous êtes contents comme ça. Oh, laisse-nous célébrer, on est contents parce que on t'a vu te battre ici toute seule. Quand j'étais à la maison, j'ai fait mon site web toute seule. J'ai fait tous mes trucs toute seule. C'est bien ça. Et quand mon grand-père, il me voyait, je dormais presque pas. 3 heures, 4 heures du matin. Les nuits blanches. Les nuits blanches, j'étais dans la cour, derrière la maison. Je mets ma table avec mon ordinateur. J'ai mis le wifi à la maison à cause de ça. Ouais. Mon grand-père sort la nuit, il prend sa chaise, il s'assoit à côté de moi pendant que je suis sur mon ordinateur. Ah, c'est chou ça. Et je lui dis, ah Pépé, fais-moi la revue de tout ça. Faut lire pour voir si j'ai fait des fautes et tout et tout. Et puis quand il y a des fautes, il me dit, ah, là, tu as mis peut-être le avant là, tu as fait telle chose que corrige et puis voir. Donc, mon grand-père, c'est mon plus gros soutien. Après, il y a mes tantes et mes oncles qui m'ont beaucoup soutenu aussi. Surtout papa Thierry, comme j'aime l'appeler, le mari de ma tante. Je suis venue habiter chez eux parce qu'ils disent qu'une femme ne doit pas vivre seule. D'après eux. Donc, je suis avec eux. Et c'est mon père spirituel en même temps, il est pasteur. Et lui, il m'a beaucoup soutenu, beaucoup. Maintenant, quand je veux faire un petit truc, je vais lui parler. Papa Thierry, il faut me donner des conseils parce que je le vois maintenant comme mon papa et tout. Ouais. Lui et ma tante. Ma tante, c'est comme ma meilleure amie. Elle est tout pour moi, franchement. Ils m'ont beaucoup soutenu. Même quand j'étais malade récemment, presque 2 mois de maladie. Oula. C'est eux qui ont pris soin de moi. Me soulever, faire les nuits blanches avec moi. Donc, vraiment, ma famille était d'un énorme soutien. Au début, ils ne croyaient pas. Hein. À part mon grand-père. Au début, tout le monde était fâché contre moi parce que j'ai arrêté les études. Donc, ils étaient en mode, toi, tu as arrêté les études et tout et tout. Ils étaient fâchés, en fait. Parce que je suis comme la première petite fille. Même s'il y a quelqu'un avant moi, mais ils me portent beaucoup dans leur cœur, en fait. J'étais un peu fâchée contre moi et tout.
Mais après, quand ils ont vu que j'ai commencé à m'en sortir, j'aidais mon grand-père à prendre soin de mes petits frères et tout, scolarité, payer le déjeuner et tout, Mhm. dépanner un peu. Mon grand-père ils ont commencé à voir, ah, au moins, Il y a l'argent dedans. au moins, se débrouille dans ce qu'elle fait, là, un peu. Ouais. Pas dans son tirage, hein. Ok, d'accord. Dans l'e-commerce que je faisais au Ok. début, Mhm. ils ont vu, ah, au moins, elle commence à se débrouiller et tout. Donc, ils m'ont laissé faire ce que je voulais faire. C'est l'e-commerce là qui a permis que je puisse financer Sotiras un peu, avec les CFA que j'ai gagné. Je complétais et tout. Mais ma famille, vraiment, actuellement, ils me soutiennent, ils croient en moi, ils sont fiers. Et comme j'aime le dire, c'est que le début. Ouais. C'est une marche sur l'escalier de la réussite. Juste une petite marche. Et tes petits frères, ils ont quel âge et quel âge? Oula. Bon, après moi, il y a, il y a une, elle a 21 ans. Ok. Il y a une, elle a 2000. Elle a 19 ans maintenant. Mhm. Joris, lui, il a 17 ans. Ah, c'est carrément espacé de 1-2 ans, 1-2 ans, ouais. C'est très proche. Moi, c'est pas reposé. Ah ouais, c'est pas reposé. Il y a Audrey, elle a 15 ans. Ah ouais. Et Samy, lui, il a 13 ans. Comment ils te perçoivent, tes petits frères et petites sœurs? Il m'admire beaucoup. Il m'admire beaucoup. Bon, généralement, quand je cause avec, il me respecte beaucoup, il m'admire beaucoup. Surtout depuis qu'ils ont vu que j'ai commencé à me débattre, à aider mon grand-père souvent à prendre soin d'eux et tout. Franchement, il m'admire beaucoup. Certains me disent, oh, moi, je veux devenir comme toi. Moi, je veux faire comme toi. J'ai dit, mais attendez, moi, je ne sais même pas pourquoi arriver à quelque part. Vous voulez faire comme moi, Non, tu es déjà une éclaireuse pour eux. En tout cas, chemin. Un truc du genre. Et franchement, ça me plaît quand ils réfléchissent comme ça, en fait. Ça me plaît. Ils me disent, ah non, et vraiment, je veux faire comme toi. Et quand je leur donne des conseils, par exemple, quand je dis, tu vois, quand je m'assois souvent avec eux, je cause avec eux, est-ce que vous savez que forcément, c'est pas au bureau qu'on gagne l'argent et tout? Parce que faut que je mette ça dans les têtes, en fait. Ouais. Faut que je mette ça dans les têtes. Parce que moi, j'ai compris ça un peu plus tôt. Donc, je veux qu'ils aient cette notion-là. Et je leur dis, dès que vous avez 20 ans, vous devez quitter la maison, en fait, pour vous chercher, surtout vous, les garçons, là. Exactement. Donc, essayez de vous bouger un peu. Je peux dire, peux mettre l'argent de la scolarité dans la main de un comme ça, surtout lui qui a 17 ans, là. Va faire ton inscription. Débrouille-toi tout seul, en fait. Ça. Je veux plus les engager à pouvoir... qu'ils soient autonomes. Voilà, qu'ils soient autonomes. Parce que moi, c'est comme ça que ma grand-mère m'a éduquée, en fait. Ouais. Elle m'a pas, comment on appelle ça, surprotégée, un truc comme ça. Elle m'a mis face à certaines responsabilités qui, jusqu'à présent, m'animent, en fait. Moi, je me dis, c'est comme si je me vois comme la mère de mes petits frères. Et eux aussi, ils me voient pareillement, en fait. C'est vrai qu'il y a mes tantes qui sont là et tout. Mon grand-père est là, mais ils me voient un peu comme leur maman, même s'ils m'étonnent d'abord, quoi. Si. Un peu un truc du genre. Mais mes petits frères, c'est ma vie, en fait. Je me bats pour eux. Je me dis, moi, je pense à mon avenir, je pense à leur avenir aussi. Parce que je me dis, c'est ce que ma maman voulait, que mes petits frères, elle nous disait que nous sommes son café et cacao. Ouais. Donc, je me dis, on doit réussir, nous tous. Comme ça, au moins, c'est ma grand-mère qui s'est battue pour nous aussi. Elle s'est vraiment battue pour nous. Et ma maman, elle soit fière de nous. Elle soit fière de ce qu'on est devenu et tout. C'est pourquoi, vraiment, je veux faire de mon mieux, de mon possible pour que nous tous, on puisse réussir. Comme ça, au moins, le nom de la famille Kwame sera un peu en haut. Le nom de la famille Kwame sera en haut. Et qu'est-ce que tu penses que ta mère dirait aujourd'hui, de tout là-haut, si elle te voyait assise aujourd'hui, à ce stade de ta vie? Très franchement, j'aurais aimé écouter ce qu'elle allait me dire. Parce que ma mère, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de frustrations dans la vie, beaucoup d'épreuves. Elle n'était pas passée à l'école, elle n'a pas fait de longues études. Elle me disait souvent quand on allait au marché et qu'elle était un peu perdue face à tout ce qui se passait. Il faut faire tu aller à l'école, que tu vas réussir et puis tu vas m'apprendre à lire et puis à écrire et tout. Donc si elle était là aujourd'hui, elle serait vraiment fière de moi. Elle va dire, mon café cacao est en train de pousser, en train de produire. Ouais. Et c'est que le début de sa production. C'est que le début de sa production. Et nous, on est fiers de voir déjà les fruits qui sont en train d'être générés par cette production. Le chemin, il est grand.
Il est tout tracé. Mhm. Et vu ta détermination, on sait qu'on peut compter sur toi pour réussir ce que tu as prévu Mhm. pour ta marque Sotiras, qui est une mission de vie. Parce qu'au-delà de tout, tu permets à des femmes de pouvoir se sentir en confiance Mhm. dans leur démarche. Et ça n'a pas de prix aussi. Ça n'a pas de prix. Est-ce que tu penses que l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire est facile pour les entrepreneurs comme toi? Et quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées pour aider ces entrepreneurs-là, qu'ils soient vieux ou jeunes, à pouvoir, quand ils se lancent, décident de se lancer? Parce qu'en général, on dit qu'un entrepreneur, c'est celui qui se jette du sommet de la falaise sans parachute. Mhm. Quelles améliorations peuvent être apportées? Bon, d'abord, le milieu des affaires en Côte d'Ivoire. Moi, je suis qu'à mes débuts. Mhm. Mais ce que je vois déjà, c'est que c'est pas facile. Mhm. Lorsqu'on va parler des matières premières, des frais de douane, Mhm. des... c'est vraiment pas facile. Et actuellement, vous voyez, on galère à trouver du matériel pour fabriquer les chaussures. Mais si il y avait peut-être une chambre, je sais pas, Mhm. une organisation qui permet à certains entrepreneurs de faciliter l'accès aux matières premières à l'extérieur. Mhm. Par exemple, je suis une entrepreneur qui veut acheter quelque chose à l'extérieur, Mhm. mais je n'ai pas les moyens de me déplacer pour aller là-bas pour acheter. S'il y avait une organisation, peut-être, je dis n'importe quoi, hein, Mhm. qui peut, vers laquelle on peut aller pour dire, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver peut-être des fournisseurs à l'extérieur euh, pour trouver telle chose. Franchement, moi, je pense que ça serait bon. Parce que depuis, si moi, j'ai eu ça actuellement, là, Ouais, ouais. j'allais être vraiment contente. Moi, je te donnerais des pistes, hein. Peut-être essaie de voir du côté de Côte d'Ivoire Export, Mhm, donc qui accompagne les entrepreneurs, tous ceux qui sont dans la production locale mhm, et tout, agroalimentaire, etc., dans tous les domaines. mhm. Essaie de voir du côté de Côte d'Ivoire Export. D'accord, ça va beaucoup m'aider alors. Parce que j'ai pas trop de relations. Moi, je travaille dans mon petit coin tranquillement. Ils accompagnent tous les entrepreneurs. Oui, Côte d'Ivoire Export, je parle de vous. Ils accompagnent tous les entrepreneurs. Essaie de voir de leur côté. D'accord. Et puis même aussi, essaie de voir du côté du Vitib, parce que c'est une zone franche. Mhm, Et avec la zone franche, tu peux importer avec des facilités sur les frais de douane. Beaucoup de Mhm. facilités, mais vraiment beaucoup. Suis mon regard, beaucoup de facilités. Donc, va du côté du Vitib, mhm, va à Bassam, mhm. tu vas voir, demande. D'accord, ça va beaucoup m'aider. Donc, c'est un peu ça. Et puis aussi, par rapport bon, aux impôts. Oui. Par rapport aux impôts. Mhm. On vient de commencer là, on peut essayer. C'est pourquoi j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs ne se déclarent pas, hein. Oui, bien sûr. C'est après, maintenant, ils Parce que essaient dès la première année, on tombe sur vous. automatiquement, en fait. Donc, que l'État essaye de voir cela un peu aussi. Ça peut... Va du côté du CPC. Parce que le CPC, ils aident Mhm, les entrepreneurs également. Ils leur facilitent la tâche sur certains aspects mhm, de leur business. Ils les aident à trouver des fonds. Ça, je mhm, l'ai découvert dernièrement parce que j'ai mhm, interviewé un des responsables, des directeurs du CPC. Il y a des mhm, choses que je ne savais pas. Mais ils font des accompagnements en termes de levée de fonds, mhm, mais aussi de structuration du business mhm. pour leur faciliter l'accès à beaucoup de choses. Ah, d'accord. Tu vois, Beaucoup donc d'orientation, il fallait venir là, en fait. Tu vois. Sérieux, c'est que Voilà, c'est bon. voilà. Donc, Ils sont en train de m'écouter. Sotiras, grande pointure. Noélie Kwame, elle va arriver chez vous. Vitib, le GUD PME également, le guichet unique des entrepreneurs. ok. CPC. Et puis, j'ai parlé du Vitib, c'est ça, exactement. Voilà. Et puis, D'accord. Côte d'Ivoire Export. Voilà. Donc, on ira. Et puis, comme elle est déterminée, elle va venir directement dans votre bureau. Monsieur, madame, je me présente. Grand prix. Et tout, et tout. Voilà. En tout cas, moi, je suis très contente. Je suis très fière de toi. Et pour moi, même, je veux dire, ton assurance, ça me marque, en fait, cette assurance que tu as et tout. Et ça me fait penser à l'université de Cocody. Parce qu'au sein de l'université de Cocody, il y a une sorte de hub de jeunes entrepreneurs, d'étudiants Mhm, qui sont entrepreneurs. Donc, ils ont une sorte de lab au sein de l'université de Cocody où ils peuvent tester leurs produits, leur business. mhm. Donc, parmi eux, je salue Sangaré Ahmed, qui, on va dire, qui gère un peu ce lab-là au sein de l'université de Cocody.
Il y a même une jeune dame, j'oublie son nom, mais qui produit, par exemple, des jus d'ananas en bouteille et tout. Et quand tu parles, et ton activité me fait penser à ces jeunes étudiants qui, même sur les bancs de l'université, sont déjà des entrepreneurs. Ils testent leurs idées. Donc, Sangaré, Noélie Kwame va bientôt venir aussi vous rencontrer et vous parler, pourquoi pas, échanger les idées et tout ça, pour se soutenir ensemble en tant que jeunes. Ça va être super. Aujourd'hui, comment tu te projettes pour l'avenir, Noélie, dans 20 ans? Où seras-tu, selon toi? Dans 20 ans. Dans 20 ans, je serai à la retraite. Ah ouais, déjà les milliards à 40 ans, là? Tu as 22 ans. Dans 20 ans, à 40 ans. À 42 ans. Moi, j'ai 41 ans. On dirait pas. Bon, dans 20 ans. Merci. D'abord, je n'ai pas de projection dans 20 ans pour le moment. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, je vois Sotiras comme étant une marque de référence. Comme Louboutin. Plus que Louboutin. Une marque de référence en matière de chaussures grandes pointues pour femmes. Et on ne va pas seulement s'arrêter aux chaussures grandes pointues pour femmes. Okay. On va toucher d'autres domaines aussi, là où les femmes sont oubliées aussi par l'industrie de la mode. On va toucher ces domaines-là également. Et on va participer fortement à la création d'emplois. Parce qu'une paire fabriquée, c'est un artisan qui est derrière. Et lorsqu'on recrute, si Sotiras produit d'ici 2028 1000 paires par mois, on aura besoin de près de 42 artisans. Et ça participe fortement à la création d'emplois. À la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Donc, d'ici 10 ans, je vois Sotiras comme étant une marque de référence en matière de chaussures grandes pointues pour femmes dans le monde. Sotiras, une marque qui participe fortement à la création d'emplois dans son pays, à la valorisation de la femme et surtout à la valorisation des femmes au grand pied. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, de réaliser tout ce que tu viens de dire aujourd'hui dans cet épisode du podcast Des choses à dire. Et moi, j'ajouterais chevalier dans l'ordre du mérite commercial en Côte d'Ivoire, chevalier dans l'ordre du mérite tout court et surtout prix d'excellence, pourquoi pas, l'année prochaine. Dieu au contrôle. Ça se fera. En tout cas, c'était un plaisir, comme je l'ai dit. Merci pour ton partage. Merci à vous. Merci pour cette expérience que tu permets de découvrir, en fait, que tu nous as permis de découvrir. Ce n'est que le début. Mais déjà, ce petit bout-là, en fait, c'est une petite masterclass de l'idée à la création, du problème à la solution. Tu l'as fait, c'est possible. Et ensuite, à toi de continuer ce que tu as démarré. Est-ce que tu as un dernier mot? Il va s'adresser aux jeunes de mon âge. Je veux dire à une femme, une jeune fille qui est là, qui me regarde, que même si personne ne croit en ce que tu fais, avance quand même. Même si on te dit « Ah, tu rêves trop grand », avance quand même. Si on te dit « T'es trop jeune, t'es trop âgé, t'es trop vieille, toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Avance quand même. Parce que l'idée reste une idée tant que tu n'es pas encore passé à l'action. Et c'est ton audace qui va permettre que ton idée puisse devenir une réalité. Moi, actuellement, je suis au stade de la réalité. Comme je le dis, Sotiras, ce n'est plus une idée, c'est une réalité. Donc, à toi de jouer maintenant. À toi de jouer maintenant. À vous de jouer maintenant. Rapidement, avant de terminer, tu lis beaucoup? Oui. Quel est le livre qui t'a le plus transformé selon toi? Waouh, Père riche, Père pauvre. Mais c'est le même livre qui m'a transformé aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Quand tu disais ton dernier mot, je me suis dit, demande-lui si elle lit beaucoup et s'il y a un livre qui a transformé son mindset. Et je comprends pourquoi tu dis à tes petits frères que tu les incites à leur faire comprendre que ce n'est pas dans les métiers de bureau qu'il y a l'argent, forcément. C'est au dehors, c'est dans l'entrepreneuriat. Comme si j'avais décelé ça. Père riche,
Père pauvre. C'est le best-seller. C'est la Bible des entrepreneurs et surtout de l'éducation financière. C'est un très bon conseil. En tout cas, je vous recommande. Elle a dit, Père riche, Père pauvre. Lisez-le au moins une fois dans votre vie. Juste une fois dans votre vie. Vous ne serez plus jamais pareil. Ça transforme. Ça Et transforme. puis, il y a le cash flow aussi. Oui, le cash Tu flow. finis de l'hyper riche, Père pauvre, tu prends le cash flow. Là, c'est comment je vais dire, la connaissance financière. Oui. Et ça aussi, ça m'a beaucoup boosté. En tout cas, j'ai le contrôle, comme j'aime le dire. Et comme Noélie l'a dit, c'est à vous de jouer. Merci. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter, d'écouter notre échange. J'espère que ça vous a inspiré, que vous avez apprécié. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.